Chapitre 17. Révélation. Plutôt que rester à ruminer, je décide de suivre le conseil de Mouna et je commence à mettre un peu d'ordre dans le coin du loft que je me suis alloué. En déplaçant un carton de paperasses, je me prends les pieds dans un pli de ce qui sert de tapis. J'en lâche le carton et son contenu se répand sur le sol, ajoutant encore plus de confusion au décor, si possible. Je commence à ramasser une liasse de vieilles feuilles tapuscrites jaunies lorsque je tombe sur une photo qui me paralyse. Le portrait et la prise de vue sont pourtant des plus banals. Le sujet, lui, l'est moins. Plus jeune de 3 ans environ, Erwan, rayonnant, sourit à l'objectif. Sa tignasse commence tout juste à envahir ses épaules. Ses joues sont encore lisses, exemptes de cicatrices. Ce n'est pas possible. Et pourtant, si. Troublée, je laisse les documents par terre éparpillés et la photo à la main, je viens m'échouer sur la vieille banquette de voiture qui tient lieu de canapé. J'ai besoin de réfléchir. Le grondement d'un moteur me réveille en sursaut. Un court instant, totalement désorienté, j'oublie où je me trouve, puis tout me revient peu à peu. Pendant ce temps, Mouna a stoppé la moto et s'approche de sa démarche d'ours dansant. Quand je m'étire, la photo posée sur ma poitrine s'envole et vient se poser, comme par magie, au pied botté du journaliste, qui se baisse en soufflant et en grognant pour la ramasser. Il la regarde longuement, puis lâche. C'est pour lui que je m'intéresse encore à tout ce bazar. La vérité m'apparaît alors aussi clairement que si je la lisais en lettres de feu tracées dans le ciel. C'est ton fils, Muna? Oui. La photo a été prise pendant le dernier anniversaire qu'il a fêté avec sa mère. Elle me l'a envoyée. On ne vivait plus ensemble. Faut dire que je déconnais pas mal question picole à l'époque. Ça n'a pas amélioré nos relations de couple. Betty a facilement obtenu le divorce et la garde de notre fils. Il s'appelle Erwan, je sais. Mouna Katz ôte alors ses lunettes noires. Je découvre dans ses yeux un abîme de détresse, avec, me semble-t-il, une infime étincelle d'espoir luisant au plus profond. Mais je me trompe peut-être. Le journaliste s'assied sur la banquette à mes côtés. Je décolle de 50 centimètres au moins. Je suppose que je te dois des explications, jeune fille. Puis ce sera ton tour, ok? J'acquiesce et il commence. C'est Erwan qui m'appelait Mouna Katz, un surnom qu'il a inventé quand il a commencé à parler. À l'époque, ça remonte à près de 14 ans, j'étais plus mince qu'un fil. T'arrives à le croire, ça? Oui, il suffit de raser la broussaille poivre et sel de la barbe de mon interlocuteur, de lui faire subir un régime draconien et une cure de jouvence, et vous obtenez une copie presque conforme du grand corbeau goth aux joues tailladées. Mon vrai nom, c'est Michael Katowski. Trop difficile à prononcer pour un môme. Pour sa mère aussi, d'ailleurs. Quand elle s'est barrée avec Erwan il y a 6 ans, elle a refusé qu'il le porte et lui a donné le sien. Le juge des divorces a été d'accord. Faut dire que j'avais tous les torts, parce que j'étais devenue une véritable épave. Il me fallait ma bouteille de whisky par jour pour tenir le coup. Avec mon job et toute la saloperie politique qui se mettait en place, j'ai décroché de l'alcool depuis 2 ans, mais je suis obligée de compenser. Une addiction pour une autre, c'est la règle. Alors je m'empiffre, voilà, tu sais tout de moi, Lou. Ou presque. Alors à toi. Ayant suffisamment rassemblé mon courage et mes esprits, je me lance. Je résume de mieux que je peux ma rencontre avec Erwan, en passant sous silence le rôle qu'il a tenu dans la fin tragique de Samia. À quoi bon faire du mal à Mouna? Je zappe aussi l'épisode de sa fin tragique devant les APO, mais là, c'est par réflexe égoïste. En effet, si j'ôte sa seule motivation au journaliste, qu'est-ce qui me garantit qu'il continuera à me protéger de Drake Descartes comme promis? Je conclus donc mon récit de la façon suivante. Tu savais qu'Erwan se trouvait dans le camp. C'est pour ça que tu zonais dans le secteur. Affirmatif. La séparation a plongé Betty dans la mouise. Elle n'avait pas de boulot, enfin pas vraiment. Mon ex est une artiste dont les œuvres n'intéressent personne. Elle s'est vite retrouvée en zone out, à subsister avec les aides sociales et certains à côté. Pas vraiment l'idéal pour élever un enfant. Alors le juge a décidé de placer Erwan dans un foyer. J'avais interdiction de l'approcher. On ne confie pas un ado à un alcoolo. J'ai donc décidé d'arrêter mes conneries pour pouvoir le récupérer, mais il avait commencé à tourner mal. On l'a envoyé dans un premier camp, puis dans un autre. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort. Je me mets à boire parce que ça m'aide à tenir pour dénoncer Protec, mais tout ce que j'obtiens au final, c'est leur offrir mon unique enfant en pâture. Chouette résultat, pas vrai? Je me garde bien de tout commentaire. On a évacué d'un geste les fantômes attirés par la photo qu'il tient toujours à la main,
Puis il s'arrache au creux de la banquette et se dirige vers le fouillis de son bureau. Il pose la photo et allume l'ordi. Sinon, j'ai quand même une bonne nouvelle. Mon pote, l'as de la bidouille, a pu pirater le code perso du com de Descartes, à partir des fichiers du fabricant. Heureusement pour nous, il a donné son vrai nom en l'achetant et pas un autre pseudo. Traduction ? Chaque fois qu'il va l'utiliser, on sera capable de repérer l'endroit où il se trouve, car chacun de ces mignons appareils émet des signaux détectables par les satellites de type GPS. Un détail technique imposé aux fabricants par la loi sur la sécurité des personnes, mais dont ils ne se vantent pas. Tout en me fournissant ces explications, Mouna connecte une clé au port USB de son ordi et ouvre un nouveau fichier. Une carte hyper détaillée du pays apparaît à l'écran. Voilà le programme de repérage que m'a donné mon pote est lancé. Il n'y a plus qu'à attendre la prochaine fois où Descartes se servira de son com. D'ici là, je propose qu'on casse la croûte. J'ai fait des courses en revenant. Effectivement, les sacoches de la moto débordent d'emballages de burgers et de canettes de soda. C'est parti pour un festin à 10 000 calories. Je somnole sur la banquette, la peau du ventre tendue à craquer quand une agréable voix féminine s'élève du coin bureau. Code activé, Mouna. Procédure de localisation en cours. Le journaliste déboule de la salle de bain, uniquement revêtu d'une serviette douteuse nouée autour des reins. Ses longs cheveux dégoulinent encore d'un mélange shampoing-eau de pluie. Le loft n'est pas raccordé au réseau de distribution municipale, mais dispose d'un réservoir de stockage où s'accumulent les eaux de récupération. Aussi incroyable que ça paraisse, Mouna a gardé ses lunettes noires pour prendre sa douche. « Super, baby !» s'écrie le journaliste, sans que je puisse deviner s'il s'adresse à moi ou à ses sexy assistantes virtuelles. Dans le doute, je m'approche de l'écran. La carte s'est mise en mouvement. Zoom avant, sur l'endroit où le com appartenant à Drake, j'ai du mal à l'appeler autrement, vient de s'activer. Il faut au moins 20 secondes, précise Mouna. Espérons qu'il ne fait pas que réceptionner un message. Le programme de détection isole rapidement un secteur circonscrit au nord de la capitale. Il n'a pas encore quitté la ville, commente Mouna, marmonnant dans sa barbe. Je me demande ce qui peut le retenir dans le coin. Une réponse possible est ma pomme, ce qui ne me réjouit pas franchement. Drake, même recherché par la police pour être entendu sur les circonstances du décès de Samia, est assez dingue pour s'assurer auparavant du silence des éventuels témoins de ses agissements dans le camp, une théorie que le message transmis par l'intermédiaire de Dermot tendrait à prouver. J'espère que mon éloignement du foyer familial suffira à protéger mes parents de ce maniaque du couteau. À l'écran, le plan de la ville se réduit à un ensemble de quartiers in. Inexorablement, l'étau se resserre autour du propriétaire du com, traqué par les satellites espions. Il traîne dans des endroits plutôt chics, fait remarquer Mouna. En effet, la zone délimitée par le programme de détection correspond à une banlieue huppée. Transfert, image satellite. Aussitôt, le tracé de couleur vive du plan cède la place à une vue aérienne du territoire telle que l'œil électronique d'un drone de surveillance peut la capter. Villas et parcs nous apparaissent avec un luxe de détails qui ne laisse aucun doute sur la fortune des habitants du coin. La moins imposante des piscines a l'allure d'un bassin olympique. « Allez, baby !» s'impatiente Mouna. « Trouve-moi où niche ce drôle d'oiseau. » Comme pour exaucer le souhait du journaliste, l'image se fige après un dernier saut à plus petite échelle sur une vaste propriété enclose de hautes grilles. L'adresse s'inscrit au bas de l'écran. « Bingo ! Voyons maintenant qui loge dans cette modeste chaumière, proposa Mouna. Il clique sur le lien des abonnés au réseau proposé avec l'adresse. Nelson Kaloum, inconnu au bataillon. Mais pas pour longtemps. On va aller faire un petit tour sur le net. Tu vois, Lou, le boulot de journaliste est devenu beaucoup moins compliqué depuis le début du siècle, maintenant que toute l'info est disponible d'un double clic. C'est sans doute pour ça que plus personne ne lit les journaux. Mais si tu ne prends pas la peine de vérifier la qualité des sources, ton info ne vaut pas tripette. Tu saisis ? J'opine. J'apprécie la leçon d'ailleurs. Sans en avoir l'air, Mouna sait faire passer un message. Malgré ses déboires, les réflexes du vieux pro ne sont pas morts étouffés sous l'excès de graisse. Le moteur de recherche a répertorié plusieurs dizaines de pages consacrées de près ou de loin à Nelson Kaloum. Pour l'essentiel, elles proviennent de webzines et remontent aux années 2011 et 2012. Les quelques lignes de résumé évoquent un scandale suivi d'un renvoi, un manquement aux règles de l'éthique, une brillante carrière universitaire brisée. Ce genre de blabla destiné à retenir l'attention des lecteurs. Très vite, Mouna opère une sélection en envoyant direct à la corbeille la plupart des liens.
Débarrasse-toi du superflu. On se fout des commentaires. On doit chercher le fait brut, comme on le ferait d'un diamant pur au cœur d'une montagne de caillasse sans intérêt. Ah, voilà notre pierre précieuse. En l'occurrence, le site officiel du campus de l'Université Laval à Sainte-Foy, Québec, Canada. Spécialité les neurosciences comportementales. Un bandeau défilant apporte des précisions. Désordres cérébraux, anatomie du cerveau, mémoire de travail, cartographie du cerveau, neuropsychopathologie. Et encore un tas d'autres joyeusetés du même acabit. Bref, dans cette université, on s'intéresse à tout ce qui se passe dans la tête des gens, ce que confirme l'arrière-plan de la photo agrandie par Mouna, et où figure la vue en coupe d'un cerveau humain, dessiné à la craie sur un tableau noir devant lequel, comme le souligne la légende, le professeur Nelson Callum pose entouré d'étudiants, dans une attitude décontractée. Il avait l'air nettement moins cool la dernière fois que je l'ai vu, tout raide sur le siège passager de la bagnole conduite par Patrick Drake, alors qu'il fuyait le camp et les emmerdes provoquées par la mort de Samia Marquez.